combien de jours, combien de nuits à te dire que cette fois ce serait différent, que tu allais réagir autrement, ne pas laisser tes émotions t'envahir violemment, ne pas répéter ces mots, ces gestes, ces choix, et faire enfin ce qu'il y a de mieux pour toi. Pourtant, encore une fois, tout fout le camp. Encore une fois, ça déborde, ça cogne fort, ça brûle, ça mord. Ces vieilles blessures que tu pensais guéries sont toujours là, tapies, prêtes à surgir encore. Les mêmes schémas limitants qui reviennent et t'escortent, les mêmes tensions qui te traversent et t'emportent. Et si je t'accompagnais sur un chemin où chaque pas te rapproche de ta paix intérieure, imagine des émotions apaisées, des relations équilibrées, une vie alignée avec toi-même où ton passé n'est plus un poids, mais un tremplin. Si ces mots résonnent en toi, bonjour et bienvenue dans l'Alliance Thérapeutique, le podcast où commence ta transformation émotionnelle et relationnelle. Ici, on ne se contente pas de comprendre, on transforme. Je suis Sophie Bacan, thérapeute et hypnothérapeute, et chaque jour, j'accompagne des personnes qui, comme toi, ont le courage d'avancer vers une vie alignée, sereine et libre. À chaque épisode, je te guide pas à pas avec des outils concrets, des réflexions éclairantes et des clés puissantes pour te libérer et créer une vie en accord avec qui tu es vraiment. À présent, je t'ouvre les portes de mon cabinet, alors entre, installe-toi confortablement et ensemble, construisons un monde plus doux. Belle écoute. David et Claire s'assoient en face de moi, le visage fermé. Je leur demande ce qui les amène. Claire regarde David. David ne dit pas un mot. Alors Claire prend la parole. Ils ont la trentaine. Ils sont ensemble depuis 8 ans. Ils ont un enfant de 5 ans. Ils s'entendent bien. Le quotidien est fluide. Ils forment une belle équipe de coparents. Mais la sexualité, elle, est devenue un endroit fragile. Claire m'explique qu'ils n'ont presque plus de sexualité depuis des années. Enfin, il y en a parfois, mais ça dure pas longtemps. Et après, il y a ce moment où personne ne sait quoi dire parce que tout le monde a l'impression d'avoir échoué. Elle dit « Je n'ose même plus l'approcher, j'ai peur de le mettre mal à l'aise et parfois j'ai l'impression qu'il ne m'aime plus, qu'il ne me désire plus. » David finit par parler. Il dit, sans lever les yeux, « C'est de ma faute. Je n'arrive pas à me contrôler, ça a toujours été comme ça. Alors aujourd'hui, je préfère éviter plutôt que de revivre ça. » Puis il se tourne vers Claire et il dit doucement « Je t'aime et je te désire, n'en doute pas s'il te plaît. » Ce qui se joue ici, c'est bien plus qu'une question de timing. L'éjaculation prématurée est un sujet d'envergure. Il touche beaucoup d'hommes, à tout âge, parfois une fois, parfois pendant longtemps, et quand ça arrive, ça n'atteint pas seulement le corps, ça vient toucher l'estime, la confiance, l'image de soi, et très souvent, ça finit par peser sur le couple, parce que chacun fait comme il peut, entre peur, retenue et silence. Alors j'ai choisi pour te proposer un contenu de qualité, de faire de ce sujet 2 épisodes. Le premier, celui que tu écoutes aujourd'hui, pour comprendre ce qui entretient l'éjaculation prématurée. On va parler du cercle vicieux, de la sexualité de performance, du regard, de l'image de soi, des habitudes qui accélèrent le corps, comme le porno ou la masturbation utilisée comme évacuation de frustration. On va parler aussi de ce que ça finit par installer dans un couple quand chacun commence à éviter, à se protéger, à interpréter. J'ai choisi ici de parler d'un couple hétérosexuel, mais chacun et chacune peut s'y reconnaître. Le second épisode sort dans 15 jours, je t'en dis plus à la fin de celui-ci. En attendant, parce qu'il est essentiel de commencer par le commencement, laisse-moi te raconter comment ce cercle vicieux s'installe. Chez David, l'éjaculation prématurée est là depuis le début. Autrement dit, ce n'est pas apparu après un événement. C'est quelque chose qui est installé depuis les premières expériences sexuelles. Il n'a pas connu ce moment où la sexualité se construit tranquillement avec un corps qui suit le plaisir sans être immédiatement sous tension. Très tôt, une idée s'est installée, parfois sans mots, ça va aller trop vite. Et quand cette idée est là, même discrètement, elle oriente tout. Au départ, l'excitation monte, comme chez tout le monde, sauf qu'assez vite, l'attention quitte le plaisir, elle glisse vers une autre tâche, la surveillance. Surveiller ce qui se passe dans le corps, surveiller le moment où ça pourrait basculer, surveiller le regard de l'autre. Et à partir de là, la sexualité change de nature. Ce n'est plus seulement une expérience, c'est une expérience sous contrôle.
Or, plus tu te contrôles, plus tu te tends, plus tu te tends, plus tu accélères, et plus tu accélères, plus l'éjaculation arrive tôt. C'est là que le cercle vicieux se met en place. Tu as peur que ça parte vite, donc tu te surveilles, tu te tends, ton corps accélère et ça part vite. Et la fois d'après, tu arrives déjà avec cette peur plus forte, plus anticipée, plus envahissante. Et le cercle vicieux est violent pour une raison simple. Il ne laisse pas le temps d'apprendre, il ne laisse pas le temps de sentir finement, il coupe l'expérience avant même qu'elle ait commencé. Alors David repart avec une conclusion qui s'imprime de plus en plus profond. Je n'y arrive pas. Et quand tu vis ça répétition après répétition, tu ne redoutes plus seulement l'éjaculation, tu doutes ce qui vient avec. Le moment où tu te sens exposé, où tu te juges, le moment où tu imagines le jugement de l'autre. C'est souvent là que l'évitement commence. Pas parce que le désir a disparu, mais parce que l'anticipation du malaise devient plus forte que l'envie. Du côté de Claire, au début, elle peut rassurer, relativiser, dire que ça va passer. Puis avec le temps, elle commence à se protéger autrement. Elle hésite à initier, elle se retient et surtout, elle interprète. Elle se demande si elle est désirable, si elle est aimée, si elle compte. Et c'est comme ça que le symptôme sort du lit. Il s'installe dans l'image de soi de David et il s'installe dans le lien. À partir de là, une deuxième couche arrive presque toujours. La sexualité ne devient plus un endroit de rencontre, elle devient un endroit de performance. Une fois que le cercle vicieux s'est installé, la sexualité change de statut. Elle ne ressemble plus à un moment où on se rejoint, elle ressemble à un moment où il faut réussir. Et David, comme beaucoup d'hommes, arrive avec un cahier des charges implicite. Bander dur, tenir, éjaculer au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard. Ce cahier des charges, personne ne l'a vraiment écrit, il s'est construit avec la culture, les blagues, la comparaison, le porno et parfois les premières expériences et surtout avec cette idée très sourde, ma valeur d'homme se joue ici. À partir de là, David ne cherche plus seulement du plaisir, il cherche une validation. Il veut que Claire passe un bon moment, lui prouver qu'il est capable. Il veut être un homme à la hauteur. Et plus il veut bien faire, plus il se regarde faire, et c'est là que le corps décroche. Parce que quand tu te regardes, tu n'es plus dans le moment, tu deviens spectateur de toi-même, tu calcules, tu anticipes, tu essayes de gérer. Et là, le cercle vicieux trouve son carburant, la sexualité devient un examen. Du côté de Claire, cette sexualité de performance a aussi des effets. Elle peut se sentir responsable de l'état de David, elle peut marcher sur des œufs, se retenir de bouger, de dire, de demander. Et sans le vouloir, elle se met elle aussi en mode gestion. Ce qui était censé être un moment de lien devient un moment de tension, un moment où chacun surveille l'autre, un moment où personne ne se sent libre finalement. Et parfois là, un malentendu s'installe. Claire peut attendre l'éjaculation comme une preuve que David a pris du plaisir. David peut attendre l'éjaculation comme la fin du rapport sexuel et le couple se retrouve enfermé dans une sexualité très étroite, très codée, où le corps doit produire un résultat. Dès qu'on installe dans la sexualité un objectif de résultat, plus personne ne se sent libre. Une sexualité épanouie, elle tient sur autre chose, la présence, la liberté, le rythme, la confiance. Et quand la sexualité devient un endroit où il faut réussir, la question n'est plus seulement sexuelle, elle touche directement à l'image de soi. C'est là qu'on arrive au troisième point, le terrain intérieur, l'histoire et tout ce qui a préparé ce rapport au regard et au jugement. Quand David dit en séance « ça a toujours été comme ça », il ne parle pas seulement de son corps, il parle aussi de ce que ça lui a fait à l'intérieur depuis des années. Parce que vivre une éjaculation prématurée primaire, c'est grandir sexuellement avec une expérience répétée. Ça part vite, je n'ai pas d'espace, je ne maîtrise pas, je déçois, je suis moins. Et à force, ce n'est plus un symptôme, c'est une identité qui se construit en sous-marin. On retrouve souvent chez les hommes qui éjaculent prématurément une fragilité d'image de soi, parfois visible, parfois masquée,
un manque de confiance, un doute sur sa légitimité, une peur d'être jugé, évalué, comparé. Chez certains, ça ressemble à de la timidité, à de l'inhibition, une forme de réserve depuis l'enfance. Chez d'autres, c'est l'inverse, une grande gueule, de l'assurance affichée, du contrôle. Mais la logique est la même, ne pas laisser l'autre voir ma vulnérabilité. Et quand la sexualité arrive, elle devient l'endroit parfait pour que cette vulnérabilité se réveille. Parce que la sexualité, c'est le lieu du corps, du regard, de l'intime, le lieu où on ne peut pas tricher bien longtemps. Et puis il y a l'histoire familiale quand elle existe, une famille rabaissante, exigeante, moqueuse, un environnement où on apprend qu'on a de la valeur quand on réussit quelque chose, ou au contraire, un environnement où le sexe est tabou, jamais nommé, jamais expliqué. Le corps se débrouille seul avec ses propres conclusions et ses propres peurs. Dans ces contextes, beaucoup d'hommes n'ont pas appris une chose essentielle, ressentir. Ils ont appris à faire, à aller vite, à se prouver, mais ils n'ont pas appris à habiter leurs sensations, à repérer les paliers, à construire un rythme. Et ça, c'est un point clé, parce que si tu ne connais pas ton corps, tu ne peux pas le guider, tu peux seulement le subir ou le contrôler. Et on a vu que le contrôle, dans ce sujet, nourrit le cercle vicieux. Ce terrain intérieur, il se voit aussi dans la relation. David met parfois Claire sur un piédestal. Il peut être impressionné par elle. Il peut la voir comme trop bien pour lui, trop belle. Et il devient alors essentiel de ne pas la décevoir. Et plus Claire devient précieuse à ses yeux, plus l'enjeu monte. Plus l'enjeu monte, plus la peur se réveille. Et plus la peur se réveille, plus le corps accélère. Et pendant ce temps, Claire, elle, finit par tirer ses propres conclusions. Elle se dit qu'elle n'est plus désirée, elle se demande si l'amour est intact, elle commence à douter d'elle-même. Et là, le couple se retrouve piégé dans une double solitude. Lui dans la honte et l'auto-jugement, elle dans l'interprétation et le manque de contact. Et à tout ça, on rajoute des habitudes sexuelles qui entraînent le corps à accélérer au lieu de lui apprendre le rythme. C'est ce qu'on va voir maintenant avec le porno et la masturbation qui est mal utilisée. Il y a des facteurs anciens et actuels qui entretiennent le cercle vicieux. Le premier, c'est la pornographie. La pornographie comme apprentissage. Le porno entraîne rarement la lenteur. Il entraîne l'intensité, la montée rapide, l'excitation sans nuance. Une sexualité centrée sur le résultat. Et quand tu consommes ces images de façon automatique, ton corps apprend une chose, accélérer. Surtout si tu regardes dans l'urgence, en cachette, avec l'idée d'aller vite, avec le risque d'être interrompu. Le système nerveux associe excitation et vitesse, excitation et tension, excitation et performance. Le deuxième amplificateur, c'est la masturbation quand elle est utilisée comme évacuateur de frustration. Beaucoup d'hommes ne se masturbent pas pour ressentir, explorer ou se détendre, ils se masturbent pour vider de l'énergie, pour se calmer, pour se débarrasser d'une tension, comme on appuierait sur un bouton stop. Et là aussi, le corps apprend. Aller vite, arriver vite, finir vite. Donc, même seul, même sans enjeu de couple, l'entraînement continue. Et ce point est important parce que, en cabinet, certains hommes me disent « seul, j'y arrive mieux ». Et c'est parfois vrai. Mais mieux ne veut pas forcément dire stable. Ça veut souvent dire moins de regards, moins d'enjeux affectifs, moins de pression relationnelle. Et ça laisse un peu plus d'espace. Sauf que si la masturbation reste rapide et utilitaire, le corps n'apprend pas vraiment le rythme. Il apprend surtout à aller vite dans un contexte moins stressant. Enfin, le troisième amplificateur, c'est l'urgence générale, la fatigue, la parentalité, le quotidien, le fait de ne plus avoir de temps. Le couple se retrouve le soir, tard, rincé, avec un enfant qui a pris de la place dans la maison, dans l'énergie, dans la tête. Et là, la sexualité devient une fenêtre minuscule. Du coup, dès qu'on a un peu de temps, on se dit il faut en profiter, alors on se presse, on fait court, on va au plus efficace. Sauf que cette urgence-là renforce exactement ce dont on essaie de sortir. Elle renforce la performance, la vitesse et du coup, le cercle vicieux. Et c'est comme ça que David et Claire se retrouvent dans une sexualité pauvre,
tendue, très codée. Une sexualité qui ne crée plus de sécurité et donc une sexualité qui petit à petit s'éteint. Quand ces amplificateurs s'installent, le couple commence à s'organiser autour du symptôme, chacun développe des stratégies pour éviter la douleur et c'est ça qu'on va regarder maintenant. Le scénario relationnel, l'évitement et les malentendus qui finissent par éloigner deux personnes qui s'aiment. À ce stade, le symptôme n'est plus seulement un sujet intime, il est devenu une véritable organisation. David a développé sa stratégie, éviter, repousser, trouver des excuses, attendre que ce soit Claire qui initie, ou au contraire initier très vite, très directement, pour ne pas laisser la tension monter trop longtemps. Et Claire a développé la sienne aussi. Se retenir, faire attention, tester le terrain, chercher des signes, se demander s'il la désire encore. Et le drame de ce scénario, c'est que chacun croit protéger l'autre, alors que chacun se protège surtout de sa propre douleur. David se protège de la honte, Claire se protège du rejet, et entre les deux, il y a un énorme malentendu. Claire finit par confondre dysfonction sexuelle et absence de désir, et David finit par confondre dysfonction sexuelle et incapacité d'être un bon partenaire. Le sujet de la sexualité devient tabou, il se touche moins, il s'évite au lit, parfois même sans se l'avouer. Et la tendresse elle-même peut devenir risquée puisqu'elle ressemble à une invitation. Le problème, c'est que cette logique du résultat rend la sexualité du couple pauvre et même injuste, parce qu'une sexualité épanouie repose sur un échange, un rythme, une liberté, une présence. Et puis, il y a les femmes qui au fond ne prennent pas de plaisir parce qu'elles ne connaissent pas leur corps, elles ne savent pas guider ni demander, ou alors elles n'osent pas. Et dans ces cas-là, une sexualité rapide devient presque un soulagement. L'acte se termine vite, donc ça ne met personne face à ce vide. Sauf que le couple paye un prix énorme, parce que David se sent encore plus insuffisant et Claire se sent encore plus seule. Personne n'apprend à se rencontrer. Et dans ce scénario, le désir s'éteint parce que la sexualité est devenue un endroit sombre. C'est là que c'est important de le dire clairement. Quand un couple comprend ce scénario, il peut le transformer, pas en se forçant, mais en changeant les règles du jeu. Si tu es encore avec moi, tu as fait quelque chose d'hyper important aujourd'hui. Tu as cessé de réduire l'éjaculation prématurée à un problème de minutes. Aujourd'hui, on a mis de la clarté sur le mécanisme, le cercle vicieux, la sexualité de performance, le terrain intérieur, les amplificateurs modernes et la façon dont un couple finit par s'organiser autour de l'évitement, du silence et du malentendu. Et peut-être que tu te reconnais, peut-être que tu as entendu David, peut-être que tu as entendu Claire. Si c'est ton cas, garde ça. Comprendre ne règle pas tout, mais comprendre change la place du problème. Tu n'es plus face à un chaos, tu es face à un système. Et un système, ça se travaille. Dans 15 jours, je publie le second épisode et on passera à la reconstruction. Comment on retrouve une sexualité épanouie en sexothérapie? Comment on sort de la zone rouge? Comment on réapprend le rythme, la sensualité, la présence? Comment le couple peut redevenir une équipe dans l'intime au lieu de devenir deux solitudes? Je te donnerai aussi un exercice concret, progressif, pour commencer à réentraîner ton corps et ton attention. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et à laisser 5 étoiles parce qu'il est très important que cette parole circule librement et que la sexualité ne soit plus un tabou. Et si tu as envie d'aller plus loin que l'écoute, tu peux aussi choisir de te faire accompagner en individuel ou en couple. Ensemble, on clarifie, on déconstruit, on apprend à faire autrement. Une sexualité vivante ne se prouve pas, elle se construit. Elle s'apprend et elle se répare. Je te retrouve dans 15 jours pour la suite de cet épisode. Alors d'ici là, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, la lumière est en toi.